très heureuse d'avoir en face de moi Amélie Nothomb. Amélie, bonsoir. Bonsoir. Alors Amélie, l'année dernière, on avait fait une entrevue, c'était à peu près à la même date. C'était pour votre roman précédent, Stupeur et tremblement, qui a été un succès extraordinaire. Mais vous étiez dans cet écran-là, en fait, en duplex de Paris. Je me souviens très bien, mais je ne savais pas que j'étais là, vous voyez. Il était 2 h du matin pour vous. Oui, je me souviens très bien. Alors, j'aimerais rappeler aux gens donc que vous êtes cette jeune auteure très, très particulière. Je pense qu'il suffit de vous regarder et on voit déjà un personnage. Vous connaissez beaucoup de livres, beaucoup de succès avec vos livres, et ça depuis le début. Mais Stupeur et tremblement l'année dernière, alors là, vraiment, ça a été encore une vraie, je ne dirais pas une révélation parce que les gens vous connaissaient, mais ça a été votre grand succès. C'était une explosion, c'est-à-dire qu'auparavant, les choses se passaient déjà très bien pour moi, puis avec Stupeur et tremblement, ça a pris des proportions tout à fait hallucinantes. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Dans ma vie à moi, rien. Ici, il y a une annonce de la loterie. On dit, si quelqu'un gagne la loterie, ça ne change pas le monde, mais... Est-ce que ça a changé quelque chose? Je vais vous dire, dans ma vie à moi, ça n'a rien changé, mais ça a pas mal changé le regard de certaines personnes sur moi. Ouais. Je ne suis pas parisienne, je suis belge, mais je suis souvent à Paris. Et je vois qu'à Paris, certaines personnes me parlent très différemment depuis ce succès. Qu'est-ce que vous voulez dire? On vous snob moins? Beaucoup moins. Là, souvent, vous savez, quand on téléphone aux Parisiens, ils peuvent être extraordinairement désagréables. On tombe sur quelqu'un qui vous parle avec une voix de gardien de prison. Oui. Et puis, il dit, comment vous appelez-vous? Et puis, Amélie Nothomb. Oh! Tout à coup, la voix est métamorphosée. On a peine à croire qu'on parle à la même personne. Mais d'ailleurs, moi, ça me frappe, Amélie, quand je vous vois sur des plateaux de télévision français, hein, ici, on a bon, Bernard Pivot, par exemple. Vous qui êtes quand même très présente, très dynamique, formidable en entrevue, je vous trouve toujours beaucoup plus réservée que la personne que j'interviewe quand vous venez ici au Québec. Oui, mais en particulier chez Pivot. Vous savez, Pivot, il n'y a rien à faire, c'est une institution. C'est tellement... On a l'impression de passer au tribunal. J'aime bien Bernard Pivot, hein, là n'est pas la question, mais on sait tellement que c'est considéré comme quelque chose de tellement important qu'on a l'impression qu'on y joue sa vie, c'est terrorisant. J'avoue que je n'ai pas l'impression de jouer ma vie devant vous, c'est beaucoup plus agréable. Ah oui, donc il y a ce stress-là. Oui. Mais vous aimez ça ici. Vous aimez ça ici au Québec, hein? Oh, mais le Québec, pour moi, c'est formidable, c'est des vacances. Pourquoi? Parce que on s'occupe merveilleusement de moi, on m'accueille avec une chaleur extraordinaire, c'est loin de chez moi, du coup, c'est un dépaysement total. Ouais, vous vous sentez plus libre ici, en fait? Une autre sorte de liberté, oui. Oui. Alors, il faut dire que vous n'êtes pas française, mais que vous êtes belge et que vous habitez en Belgique. Ah, mais là, on va aller au Japon. Oui. On va retourner au Japon. Alors, j'avais lu Stupeur et tremblement. Je viens de terminer votre nouveau roman, La métaphysique des tubes, qui nous ramène au Japon et dans lequel il y a encore, parce que là, j'ai l'embarras du choix, hein, je vais vous parler de votre sœur, je vais vous parler des cours de votre père, mais encore une fois, comme dans Stupeur et tremblement, vous avez un personnage de méchante japonaise. Il y a encore là une méchante japonaise, comme il y en avait une dans Stupeur et tremblement. Vous avez l'air d'avoir été, en même temps que adoré et adorant certaines femmes japonaises, d'avoir été victime de certaines femmes particulièrement cruelles. C'est-à-dire qu'il existe en effet un type de femmes japonaises. Toutes les femmes japonaises, bien évidemment, ne sont pas comme ça, mais il existe aussi un type de femmes japonaises qui sont extrêmement dures. Et on peut le comprendre vu tout ce qu'elles ont subi dans leur enfance. J'ai vu comment on éduquait les petites filles japonaises. Il y a de quoi, en effet, devenir extraordinairement dur. Et j'en ai rencontré quelques-unes, en effet. Mais je ne les décris... Bon, quand vous dites d'elle qu'elle est méchante, il faut vraiment mettre des guillemets. Elle est ce qu'on a fait d'elle. Et quelque part, ces deux méchantes qu'il y a aussi bien dans Métaphysique des tubes que dans Stupeur et tremblement, ce sont des personnages magnifiques. Elles sont grandioses. Vous les aimez quand même? Oh, je les admire. Elles sont admirables. Alors vous avez vécu au Japon pendant combien d'années? J'ai vécu de 0 à 5 ans d'abord, qui sont des années dont je me souviens particulièrement bien, puisque j'ai cette particularité d'avoir une mémoire qui recule vraiment... Bon, je ne me souviens quand même pas de l'accouchement de ma mère, mais je me souviens quand même très très bien. Donc de 0 à 5 ans, années pendant lesquelles j'étais persuadée d'être japonaise, et puis de 21 à 24 ans. Donc il y a eu un grand vide entre les deux, mais entre 5 ans et 21 ans, j'ai répété à travers tous mes voyages que j'étais japonaise. J'étais persuadée d'être japonaise et je voulais retourner dans ce que je croyais être mon pays. Et quand vous vous maquillez, par exemple, là, vous vous êtes maquillée, c'est très blanc. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que ça, c'est certainement une influence japonaise. Donc, il reste quelque chose en vous. Bien sûr, mais ceux qui ont lu mon précédent livre, Stupeur et tremblement, auront compris que malgré tout, je ne suis pas japonaise parce que j'ai tenté de le devenir en travaillant dans une entreprise japonaise et
j'ai compris à quel point je n'étais pas japonaise. Oui, à quel point c'est difficile. Ouais. Oui, 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 oui. Je voudrais qu'on parle de votre père. On a parlé beaucoup avec Claude Meunier de son père. Alors, votre père, il y a quelqu'un qui nous a téléphoné à notre émission aujourd'hui, sachant qu'on allait vous recevoir, et qui nous a dit, alors c'est Mme Justine Gendron, pour être très précise, et elle et son mari Viateur ont connu les parents d'Amélie lors de l'Expo 67. En effet. Alors, votre père, c'est un baron. C'est le baron Le Tombe. Ça, vous ne nous l'aviez jamais dit. Ce ne sont pas des choses dont je parle. Non, mais pourquoi? Vous aimez pas qu'on... Pour moi, ça ne mérite pas d'être mentionné. Non. C'est tout. Pourquoi ça ne mérite pas d'être mentionné? Mais parce que si les gens se font toute une montagne avec ça, pour moi, ça n'existe pas, quoi. Je pense qu'il y a les êtres humains, point final, quoi. OK, donc ça on passe là-dessus. Ça ne change rien à qui était votre père. Oui, voilà. Alors, mon père est quelqu'un de très bien, mais pas parce qu'il est baron, quoi. C'est pas pour ça. Alors, c'est que cette dame dit, j'ai une bonne... Alors, votre père a dit, et cette dame s'en est souvenue parce qu'elle l'avait griffonné sur un apron. Oui. J'ai une bonne imagination que je transforme en dialogue. Quand j'écris, j'entends des voix qui me dictent. Et ça, c'est votre père qui avait dit ça. Il faut en conclure que je suis sa fille. Voilà. Oui. Parce que vous aussi, vous êtes prise par ça. Mais c'est vrai que mon père est diplomate. Mais à la base, il aurait voulu être auteur dramatique. Puis il s'est marié, il a eu des enfants, il s'est dit il faut que je gagne de l'argent, ça ne marchera pas en étant auteur dramatique. Mais c'est vrai que finalement, je suis devenue écrivain. Bon, je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à mon père. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il voulait être auteur dramatique. C'est quand j'ai eu mon succès qu'il m'a dit tu sais, tu fais le métier que j'aurais voulu faire. Oui. Et votre père, est-ce que c'est par politesse? Parce que vous racontez là-dedans. Est-ce que vous avez... Bon, moi, je vous soupçonne toujours d'être un peu menteuse aussi. Je trouve que ça fait partie de votre charme. Vous vous défendez de ne pas l'être. Bon, mais... De toute façon, vous savez, depuis que je suis toute petite, personne ne croit ce que je raconte. Je reviens Donc, j'ai tellement l'habitude. Je rentrais de l'école en racontant des choses qui me paraissaient tout à fait normales et que tout le monde prenait pour des énormités. Donc, si vous ne me croyez pas, c'est pas très grave. Ceci dit, ma théorie est que c'est vrai. Et que c'est vrai, quoi donc? Ce qu'il y a dans le livre. C'était votre théorie, d'accord, c'est vrai. Alors, votre père, c'est par politesse que pendant des années, il s'est levé tous les jours à quoi? 4h30 du matin pour aller prendre un cours de chant no? Oui, le no, qui est donc l'opéra médiéval japonais, qui est un art sublime, mais terriblement embêtant. Vous savez, le no le plus court dure 4 heures, pendant lequel il n'y a aucune action et pendant lequel on psalmodie sur scène. C'est très beau, mais tout le monde s'endort, c'est épouvantable. Oui. Quand mon père est arrivé au Japon en 67, c'était un jeune diplomate de 30 ans qui n'était jamais allé en Asie et il voulait s'initier à tous les arts japonais. Et il ne parlait pas japonais à l'époque. Il était accompagné d'une interprète qui était une japonaise extrêmement lettrée. Et un jour, elle l'amène voir du no, une représentation de no, et mon père regarde ça atterré en disant « Nom d'un chien, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, il ne comprenait pas, il s'embêtait et tout et tout. Et c'était la première fois qu'on voyait un blanc dans cette école de no, et le vieux maître de no est venu après vers mon père en disant Vénérable étranger, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez vu ici? Et tout ça par le truchement de l'interprète. Et mon père, niais, gentil, se dit trouvons une réponse qui convienne. Et il dit un charmant lieu commun du style Ah, c'est merveilleux, les vieilles coutumes ancestrales, enfin une bêtise, quoi, pour être poli. Et l'interprète se dit, non, cette réponse est trop stupide, je ne peux pas traduire quelque chose d'aussi bête, inventons quelque chose d'autre. Et l'interprète a inventé de toutes pièces une réponse magnifique, d'une profondeur sublime. Et au fur et à mesure qu'elle traduisait, entre guillemets, le vieux maître de no regardait mon père avec stupéfaction en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce Belge qui débarque et qui a déjà tout compris? C'est fantastique. Et à la fin, il lui dit, mais étranger, vous êtes un mage, vous devez devenir mon élève. Et comme mon père est un excellent diplomate, il a répondu « Ah, c'était mon souhait le plus cher. » Il a fait ça pendant combien d'années? Il a fait ça pendant combien de temps? Mais il a fait ça pendant 14 ans. Mais c'est fou, ça! Mais oui! Mais c'est la politesse, c'est la démence de la politesse. C'est ça, la diplomatie. Si on vous croit. Mais je vous assure que c'est vrai. Oui. Alors, vous vivez depuis la plus petite enfance une histoire d'amour profonde avec votre sœur Juliette. C'est vrai. Donc, j'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi. Elle vous ressemble? Je ne sais pas quoi. Moi, je ne le trouve pas. Mais les gens qui nous voient de l'extérieur disent qu'il y a une ressemblance, peut-être parce qu'on a beaucoup vécu ensemble. Donc, mes parents diplomates. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu partout à l'étranger sans avoir jamais mis les pieds en Europe, même pas pour un week-end. À partir de 10 ans, j'ai vécu dans des pays où il n'y avait plus d'école. Donc, on apprenait à la maison, par correspondance avec la métropole. Et j'étais donc tout le temps avec ma sœur. Ma sœur était ma seule compagnie.
Et très vite, on a formé une espèce de noyau, elle et moi, avec l'impression de ne former plus qu'une seule et même personne. Et maintenant, c'est comment? Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore cette cellule, Absolument. Les sœurs Nothomb? Mais elle vit à Bruxelles et c'est quelqu'un de très timide, de très renfermé. Et moi, j'ai l'impression que j'assume la partie extérieure de sa personnalité. Vous êtes la voix. Voilà. C'est un peu comme des siamoises, en fait. Oui. Oui. Oui, en effet. Et donc, moi, on va dire que je passe la moitié de mon temps environ avec elle à Bruxelles et en partageant une vie très secrète avec elle. Oui. Tandis que l'autre moitié de ma vie est une vie, au contraire, où je vous rencontre, donc c'est beaucoup moins Et là, secret. Juliette, elle n'est pas là-dedans. Alors, vous avez toujours des extases. Hein? Vous mangez quelque chose, la découverte du chocolat belge blanc. Vous ressentez ou vous racontez les choses, vous ressentez, hein, vous êtes toujours dans des émotions très, très, très puissantes. Oui. Hein, une sorte d'orgasme permanent de tous les sens. Là, il faut dire que vous parlez de quelque chose qui n'est pas banal, qui est quand même la découverte. Mais je vous fréquente depuis quelque temps, et puis c'est quand même dans votre personnalité, ça. Oui, mais particulièrement ici, remettons les choses dans leur contexte, il s'agit d'une petite fille de 2 ans et demi qui n'a jamais vraiment connu de plaisir, parce que quel accès a-t-on au plaisir sensuel quand on est tout petit? Généralement, c'est l'alimentation. Mais moi, j'avais une alimentation de bébé très embêtante, quoi, des purées, des bouillies. Ma mère avait une théorie contre les sucreries, c'est très mauvais pour la santé, on ne peut pas en manger. Et puis, par accident, à 2 ans et demi, pour la première fois, ma grand-mère m'a apporté du chocolat belge. Et je me souviens que c'est mon premier souvenir, c'est ce chocolat belge dans ma bouche. Ça, c'est la naissance d'Amélie Nothomb consciente. Mais oui, parce que ça a été le premier plaisir sensuel que j'ai ressenti de ma vie et ça a été une impression extraordinaire. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que le chocolat belge? Depuis, figurez-vous qu'il y a un chocolatier belge, et l'un des plus grands, qui m'a dit que j'étais son égérie. Et je trouve qu'être l'égérie d'un chocolatier, c'est ce qui peut arriver de mieux. Ben voilà. Alors, Amélie Nothomb, je rappelle aux gens que vous êtes à Montréal, donc de passage à Montréal, que vous serez très présente au Salon du Livre de Montréal. La métaphysique des tubes est publiée aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Amélie Nothomb. Merci infiniment.